Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur l'apprentissage. C'est-à-dire comment fait-on pour apprendre quelque chose, pour apprendre à acquérir un nouveau comportement, pour acquérir de nouvelles connaissances, faire des nouveaux liens inconsciemment ou consciemment. Et comment ce processus se passe à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre quelque chose. Alors moi, il y a un modèle que j'aime bien, c'est le modèle de Abraham Maslow, qui a lancé le courant de la psychologie humaniste et qui décomposait l'apprentissage en 4 grandes étapes. Donc pour donner ces étapes rapidement, dans un premier temps, il y a d'abord le fait d'être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire je ne sais pas encore que je ne sais pas ce que je vais apprendre. Ensuite, il y a l'étape consciemment incompétent, c'est-à-dire que je prends conscience de ce que je ne sais pas. Ensuite, il y a l'étape consciemment compétent, c'est-à-dire que je commence à savoir, je commence à apprendre consciemment et j'en suis conscient de ce que je sais. Et pour finir, il y a la dernière étape qui est inconsciemment compétent, c'est-à-dire que j'ai appris quelque chose, je sais le faire, mais je ne sais plus comment je sais le faire, comment je fais pour le faire ou pour le savoir. Alors maintenant, j'aimerais reprendre chaque étape séparément, pour en parler un petit peu, pour voir comment ça se passe. Donc dans la première étape, qui est inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que je n'ai même pas encore conscience de ce que je ne sais pas. Effectivement, il y a plein de compétences que je n'ai pas, plein de connaissances que je n'ai pas, plein de savoirs que je n'ai pas, et je n'ai pas forcément conscience de ne pas le savoir. Je n'ai même pas forcément conscience que ça existe, finalement. Je suis donc incompétent et j'en suis inconscient. Je n'en suis pas conscient. Entre la première étape et la deuxième étape, ce qui se passe, c'est que je vais prendre conscience de mon incompétence. Je vais prendre conscience de ce que je ne sais pas, de la connaissance que je n'ai pas dans tel domaine, de la compétence que je n'ai pas, de la capacité que je n'ai pas dans tel domaine. Pour quelque chose que je n'ai donc jamais essayé encore, que je n'ai donc jamais fait, que je n'ai donc jamais appris. Entre les deux, ce qui se passe, c'est juste une prise de conscience de mon incompétence, de mon absence de savoir-faire. Et donc à partir de là, une fois que je sais ce que je ne sais pas faire et que vient l'idée d'apprendre à le faire, ça va nous mener directement à la troisième étape. C'est-à-dire qu'au début, je pars de rien, de zéro savoir, de zéro expérience dans ce domaine. Et puis je vais commencer à avoir une première expérience, à essayer quelque chose, à tenter quelque chose et à commencer à apprendre ce que je ne sais pas encore faire consciemment. Donc je vais par exemple commencer à lire des livres, à me renseigner, à regarder des gens qui savent le faire et à emmagasiner des informations comme ça, ou des expériences, des essais, des erreurs, etc. Et à partir de là, je suis déjà passé dans la troisième étape, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, des choses que je ne connais pas encore, et à côté, il y a déjà des choses que je commence à connaître, des choses que je commence à savoir, des informations que je commence à acquérir. Et donc l'apprentissage a commencé et de façon consciente, dans un premier temps, majoritairement. C'est-à-dire que quand je suis consciemment compétent, quand je sais que je sais, j'ai besoin encore, en tout cas je crois avoir besoin de le savoir consciemment, de garder cette conscience dessus. Quand je vais en faire l'expérience, je vais garder mon attention consciente là-dessus. Ça va me demander des efforts, de la concentration. Pour prendre un exemple, apprendre à faire du vélo. Quand j'apprends à faire du vélo, au début, je ne connais peut-être pas le vélo. La première fois que j'en entends parler, avant ça, je n'étais pas conscient de ne pas savoir faire du vélo. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a des gens qui savent faire du vélo et d'autres qui ne savent pas en faire et que je fais partie de ceux qui ne savent pas en faire. Parce que je n'ai jamais essayé, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi, tout simplement. Et puis, je vais commencer à m'y intéresser, je vais commencer à me renseigner là-dessus. Comment faire pour faire du vélo? Comment est-ce que les autres font pour apprendre à faire du vélo? Jusqu'au moment où je vais essayer pour la première fois. Et peut-être qu'au début, je vais passer par différentes étapes. Par exemple, je vais d'abord faire du vélo avec des petits trous pour être sûr de ne pas tomber, pour être en sécurité dans cet apprentissage. Et puis, je vais décomposer peut-être comment faire du vélo consciemment pour que ça soit plus facile finalement. Donc, je vais d'abord apprendre à tenir à peu près l'équilibre, même avec les petits trous. Et puis ensuite, je vais apprendre à tourner le guidon dans la bonne direction, à contrôler le mouvement, etc., etc. Jusqu'au moment où je vais pouvoir peut-être essayer sans les petits trous. Et alors peut-être que je vais tomber, peut-être que je vais me relever à chaque fois et progresser en essayant, en tombant, en essayant, en tombant. Et c'est un des procédés d'apprentissage dans la psychologie de l'apprentissage, l'apprentissage par essai et erreur.
C'est une des premières façons instinctives d'apprendre quelque chose. On essaye, ça ne marche pas comme on le souhaiterait, alors on réessaye en ajustant quelque chose et on voit le résultat, on fait un test. En fonction de ce test, soit on va encore tomber et on va réessayer, soit on va s'améliorer. Dans ce cas, on va perfectionner ce mouvement. Un autre procédé d'apprentissage possible, c'est l'apprentissage par imitation, par modélisation des autres. C'est-à-dire que je vais regarder quelqu'un qui sait faire du vélo, qui sait bien en faire, et quelque part je vais apprendre en recopiant ce qu'il fait, en imitant ce qu'il fait, en mimant ce qu'il fait, en essayant de me mettre à sa place, de me mettre à la place de quelqu'un qui sait faire du vélo, pour faire comme si je savais en faire, pour acquérir cette compétence ensuite. En tout cas, pour apprendre quelque chose, le cerveau, lui, il marche par répétition et par association. C'est-à-dire que plus on va répéter le même acte, le même mouvement, la même expérience, et plus l'association qui va être faite avec cette expérience va se renforcer finalement. C'est aussi un petit peu le principe du conditionnement opérant de Skinner, un petit peu dans la même lignée de Pavlov. On connaît tous l'histoire du chien de Pavlov qui salivait simplement au son de la cloche, même quand il n'y avait plus de nourriture devant lui. Parce qu'alors son cerveau a appris à associer le son d'une cloche au fait que de la nourriture allait arriver. Donc son corps a commencé à produire la réaction associée à ça, c'est-à-dire saliver. Et finalement, dans l'apprentissage par conditionnement, il y a deux façons d'être conditionné. Il y a le conditionnement positif, c'est-à-dire renforcer une action positive avec un système de récompense. On pourrait par exemple mettre un système en place dans lequel, à chaque fois que j'améliore mon niveau précédent en vélo, j'ai une récompense. Quelque chose que finalement mon cerveau va associer au fait de réussir à faire du vélo. Et l'autre type de conditionnement possible, c'est le conditionnement plutôt négatif. C'est-à-dire mettre en place un système de punition à chaque fois que je n'arrive pas à faire quelque chose ou à chaque fois que je me trompe, à chaque fois que je fais le mauvais choix. Il y a eu tout un tas d'expériences par rapport à ça sur des animaux en psychologie, dans lesquels par exemple on prenait un pigeon, on mettait devant deux choix possibles, deux boutons devant lui, et l'un activait une récompense avec de la nourriture, des graines, et l'autre envoyait une petite décharge électrique, donc une punition. Et on s'est rendu compte que finalement, instinctivement, inconsciemment, le pigeon va associer la punition à ce qu'il ne faut pas faire, à un comportement à inhiber, et il va associer la récompense, les graines, à un comportement qu'il faut plutôt encourager, qu'il faut plutôt répéter. Alors bien sûr, ça c'était dans le courant behavioriste, qui était beaucoup critiqué en psychologie, et depuis on a appris d'utiliser ces associations de plein de façons différentes et possibles, et qui seraient a priori plus positives qu'un système de punition ou de récompense uniquement. Il y a des gens, par exemple, maintenant qui apprennent des tables de rappel pour leur permettre de mémoriser des choses. Et de cette façon-là, on peut être capable de mémoriser tout un ensemble de chiffres comme une grande partie des décimales après pi, de façon assez rapide et assez facile. La table de rappel, ça consiste à mémoriser simplement une espèce de grille dans laquelle il faut mémoriser simplement des associations. Et par exemple, j'associe le chiffre 1 au mot pain, le chiffre 2 au mot feu, le chiffre 3 au mot roi. Et bien, une fois que j'ai mémorisé tout ça inconsciemment, que tout ça est devenu inconscient, que quand je pense à 1, je pense directement à pain, que quand je pense à 2, je pense directement à feu, et que quand je pense à 3, je pense directement à roi. Alors plutôt que de mémoriser des chiffres, plutôt que de mémoriser un numéro de téléphone par exemple, je pourrais simplement me raconter une histoire à l'intérieur de moi. Une histoire dans laquelle il y aura un roi qui va faire un feu avec du pain par exemple. Et c'est le principe de la table de rappel, qui repose sur le fait que bien consciemment, on peut mémoriser que cet ensemble de choses en même temps. Mais chaque ensemble de choses représente des mémoires inconscientes, qui elles sont plutôt infinies. Et chaque jour, on fait tout un tas d'associations sans même s'en rendre compte. Et donc pour finir, pour donner encore une autre manière d'apprendre quelque chose, d'apprendre à faire quelque chose, d'apprendre à savoir quelque chose, ou même d'apprendre à apprendre quelque chose, on parle en PNL, en programmation neurolinguistique, de modélisation. C'est-à-dire pour apprendre quelque chose, je vais modéliser le comportement de quelqu'un, modéliser la façon de faire de quelqu'un. La modélisation, c'est un petit peu comme le mimétisme, comme recopier ce que fait quelqu'un finalement. Et c'est aussi comme ça qu'apprennent entre eux les animaux à faire ce que les autres font déjà. Mais en PNL, dans le processus de modélisation, on va aller encore plus loin que ça, plus loin que le simple mimétisme. On va essayer de modéliser non seulement les comportements réels, les comportements extérieurs, externes de ce qu'on voit. Par exemple, je vais regarder ce que fait quelqu'un avant de prendre son vélo, avant de se mettre dessus, avant de pédaler, ce qu'il fait pendant qu'il est en train de pédaler,
où est-ce qu'il regarde, comment il penche sa tête, comment il est incliné son corps, comment il fait pour bouger son corps pendant qu'il pédale, pendant qu'il fait du vélo, etc. Et en même temps, il y a toutes les micro-stratégies, on appelle ça internes. C'est-à-dire tout ce que fait la personne à l'intérieur d'elle pendant qu'elle fait du vélo. Qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle voit comme image à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle entend à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui se passe finalement dans son imagination qui soit associé au fait de faire du vélo. Et donc finalement, si on prend un petit peu tous ces moyens d'apprendre, l'idéal serait un peu de combiner tout ça, de pouvoir modéliser tout en ayant un système d'essais et erreurs, tout en faisant des associations, en jouant sur les comportements externes, sur les comportements internes de celui qu'on modélise. Alors bien sûr, à partir de là, il y a une infinité de moyens d'apprendre. Je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de trouver son moyen à soi d'apprendre finalement. Et donc une fois qu'on a passé ce processus-là d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on se trouve entre consciemment compétent et inconsciemment compétent, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une étape de confusion à un moment. C'est-à-dire un moment où on a appris plein de choses, on a assimilé plein d'informations, plusieurs expériences, etc. Et puis d'un coup, on a l'impression de ne plus rien savoir. On a l'impression de n'avoir rien retenu de ce qu'on a appris, de n'avoir acquis aucune compétence finalement avec ces expériences, d'avoir tout oublié. On est dans un moment de confusion. Il y a notamment Bandler, Richard Bandler, qui parle de cette phase de confusion dans le processus d'apprentissage, qui est essentielle d'ailleurs, parce que finalement c'est à ce moment-là que les informations passent de consciente à inconsciente. C'est à ce moment-là que les informations sont organisées, que l'apprentissage devient inconscient, devient quelque chose de plus automatique, de plus acquis. Et puis une fois passé cette étape de confusion, on se rend compte que tout ce qu'on pensait avoir oublié, tout ce qu'on pensait ne pas savoir, finalement on le sait. Et à ce moment-là, on ne sait plus comment on fait pour le savoir, comment on fait pour que ce soit aussi facile à faire, pour que ce soit aussi facile d'accéder à ces informations. Et ceux qui ont déjà passé un examen dans leur vie, qui ont déjà passé un concours, voient de quoi je parle quand je parle de confusion. Ils connaissent ce moment dans lequel on peut se retrouver devant la feuille d'examen, après des heures et des heures de travail, des heures et des heures de révision, et d'un coup ne plus rien savoir, ne plus avoir aucune pensée consciente dans la tête, ne plus retrouver aucune information, comme si tout avait été effacé. Et parfois ça peut être très frustrant d'ailleurs, parce que juste après l'examen, une fois que c'est passé, une fois qu'on a rendu une feuille blanche, on se rend compte qu'on connaît toutes ces informations presque par cœur. Et après ce moment de confusion, qui finalement relie les deux dernières étapes, l'étape de consciemment compétent et l'étape inconsciemment compétent, et bien ensuite on passe à la dernière étape. Même si en fait on pourrait même décomposer le processus d'apprentissage en plein de sous-parties dans lesquelles on retrouverait les 4 étapes. Et donc c'est pas quelque chose de linéaire, c'est plutôt quelque chose qui va faire comme ça. On passe de l'étape 3 à la 4 et puis on a besoin à nouveau d'être conscient de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, on revient à l'étape 3, et puis il y a encore une autre confusion qui nous fait aller à l'étape 4. On se rend compte alors de ce qu'on a besoin de perfectionner, qu'on ne connaît pas encore. Et on va y remettre de la conscience dessus pour que ça redevienne à nouveau inconscient, pour que ça devienne à nouveau inconscient, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on se perfectionne, qu'on maîtrise vraiment quelque chose, qu'on devient expert dans un domaine. Et donc finalement, vu qu'il y a encore une histoire de conscience, consciente ou inconsciente, on pourrait se poser aussi une question qui est, est-ce qu'il vaut mieux apprendre, c'est-à-dire apprendre à chaque fois que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, refaire le processus d'apprentissage en entier et consciemment, ou bien apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à se connaître suffisamment pour se faire confiance inconsciemment, pour apprendre l'apprentissage lui-même, apprendre comment je fais moi, pour apprendre de la meilleure façon possible. Par exemple, en identifiant les liens entre les différents apprentissages que je fais, même dans des domaines complètement différents, et en voyant ce qui ressort, ce que je fais moi pour apprendre quelque chose. Parce que finalement, si je finis par apprendre comment je fais pour apprendre, alors je n'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Parce que potentiellement, je peux tout apprendre. Et ça se fera automatiquement, ça se fera inconsciemment, ça se fera facilement. Une fois qu'on sait comment on fait pour apprendre, une fois qu'on a appris à apprendre, on n'a presque plus besoin d'apprendre consciemment. Plus besoin de savoir comment on fait pour apprendre quelque chose tant qu'on finit par l'apprendre. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux apprendre ou apprendre à apprendre? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et puis n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou en mettant un like. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.